Bonjour et merci d'être présent à cette nouvelle séance de UGC Culte. Dans les films que je vous présente, il y a évidemment des réalisateurs avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Joel et Ethan Coen sont de ceux-là. D'abord, réaliser un film à deux, ça m'impressionne. Je pourrais pas le faire et je me demande toujours comment ils y arrivent. Les Coen écrivent le script ensemble et ensuite, Ethan est plutôt le producteur et Joel plutôt le réalisateur. Mais depuis une dizaine d'années, ils signent la réalisation en commun au générique de leur film. Ils doivent vraiment être en symbiose totale, car pour moi, c'est tellement personnel une décision de réalisation, je ne vois pas comment on peut la prendre à deux. L'autre chose qui m'impressionne, c'est qu'ils passent avec un égal bonheur du drame à la comédie, comme le faisait le grand Billy Wilder, qui enchaînait une comédie débridée comme Some Like It Hot, avec un drame tellement noir comme Sunset Boulevard. Les frères Coen ont signé quelques grands films drôles comme The Big Lebowski, et quelques autres beaucoup moins, tels l'ultra-violent No Country for Old Men. Que leur film soit un drame ou une comédie, il y a souvent une base de film noir, un braquage, une arnaque ou un kidnapping. Et autour de cela, des personnages cupides, stupides ou ultra-violents qui nous attirent par leur côté décalé. Les Coen ont compris une équation importante du cinéma. Plus vous avez de rebondissements et de complexité dans votre histoire, moins vos personnages peuvent se développer. Les Coen ont choisi. Ce qu'ils préfèrent, ce sont les personnages. The Big Lebowski est un bon exemple de l'humour très personnel et jouissif des frères Coen. On y trouve le décalage, l'outrance des personnages dans leur comportement, leur logique et la manière dont ils s'habillent. Et puis un sens du détail improbable dans le gag, comme dans cette scène. I gotta tell you, Tone, man. Earlier today, I was really feeling shitty, man. Really down in the dumps. Lost a little money. Hey, you know what? Forget about it, huh? Forget about it. Yeah, fuck it, man. Can't be worried about that shit. Life goes on, man. Home sweet home, Mr. L. Hey, yo. Who's your friend in the Volkswagen? Huh? Yeah, he followed us here. When did he start? Oh! Fuck! Into the limo, you son of a bitch. No Hey, argument. hey, careful, man. There's a beverage here, huh? Start talking and talk fast, you lousy bum. We've been frantically trying to reach you, dude. Where's my goddamn money, you bum? Ce qui rend cette scène drôle est que le principal souci du dude, quand il se fait empoigner et jeter dans une autre voiture, c'est de ne pas renverser son cocktail favori, le Wild Russian. Il se fait violenter, mais ne lâche pas son verre. Il est même assez adroit pour ne pas le renverser quand on le jette sur le siège arrière. Comme il buvait, il a du liquide blanc dans sa barbe pour répondre à ses agresseurs. Dans une scène dramatique, son principal souci aurait été de laisser tomber immédiatement ce verre pour s'échapper. Ici, ce détail décale toute la situation, la met à contretemps en la faisant passer du drame à la comédie. Ne pas lâcher ce verre vient de la logique très particulière du dude, de son approche de la vie. Chez les frères Coen, c'est le personnage qui décide de son histoire. Ils ne font que le suivre. L'histoire de Big Lebowski tient en une phrase. La jeune épouse de Lebowski, un homme âgé, en chaise roulante, mais qui est très riche, a été kidnappée. Une demande de rançon a été faite et un homonyme du mari, qui se fait appeler le Dude, est confondu avec lui. L'intrigue s'inspire vaguement d'un roman de Raymond Chandler, The Big Sleep, adapté au cinéma par Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Le prétexte posé, les Coen peuvent faire ce qu'ils aiment le plus, créer des personnages typés, dont les traits de caractère, l'habillement, la logique sont poussés à l'extrême.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, no nada de la vi. Ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya mismo, esto puedo del cielo. Ella se dio una vela y nuestra del camino, soy moza el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Fucking Santana. That creep can roll, man. Jesus, le joueur dont c'est ici la première apparition dans le film, n'est pas un personnage important. Mais sa combinaison mauve moulante, ses chaussures, ses accessoires de jeu, son filet dans les cheveux pour ne pas être gêné, sa petite danse après son strike, l'intimidation de ses adversaires, sans oublier la musique qui accompagne la scène, une version guitare espagnole du classique Hotel California des Eagles, tout cela est tellement décalé, on ne peut que rire. Le plaisir des Coen est clairement d'inventer des personnages comme Jesus, le Dude ou Walter, l'agent de sécurité revenu du Vietnam joué par John Goodman. Des gens parfois insupportables, mais toujours attachants, qui vont leur permettre de créer des scènes d'anthologie. Whodunit It se traduit en français par « qui l'a fait ». C'est le principe à la base de la littérature policière. Alfred Hitchcock, encore lui, fut un des premiers cinéastes à dire qu'au cinéma, l'important n'est pas de trouver « whodunit it », qui l'a fait, mais de créer un prétexte crédible pour donner un enjeu concret à l'histoire. Dans son film La mort aux trousses, Hitchcock pousse cette logique jusqu'au bout, dans la scène du petit aéroport dans le désert, quand Cary Grant demande à l'agent du FBI pour quelle raison on le poursuit depuis le début du film. La réponse de l'agent est rapidement couverte par le bruit d'un moteur qui démarre et on l'entend à peine dire que ce sont des papiers importants. On n'en saura pas plus. Les frères Coen font la même chose qu'Hitchcock. La solution de l'énigme qui a enlevé Bunny est totalement secondaire. Elle va leur permettre, en plus de créer les personnages qu'ils aiment, de détourner les codes du film noir. Of course you do. Well, I can see you're anxious for me to get to the point. Well, here it is, dude. Where's Bunny? Well, I thought you might know that, man. Why would I? She only ran off to get away from that rather sizable debt to me. No, she didn't run off. She's been, I've heard that kidnapping story, so save it. I know you're mixed up in all this, dude. And I don't care what you're trying to get from the husband. That's your business. All I'm saying is, I want mine. Yeah, all right, man. I mean, you know, there are a lot of, facets to this, a lot of interested parties. Excuse me. Yeah. Oh, yeah? Where's that? All right. Excuse me. Le début de cette scène pourrait nous faire croire que, poussé à bout, le dude se transforme enfin en enquêteur. Le truc du crayon qu'on frotte pour faire apparaître sur une feuille de papier un renseignement important est ici détourné par l'apparition d'un bonhomme en érection. Fausse piste. Les frères Coen sont des virtuoses de la mise en scène et du découpage, qui est toujours chez eux au service du personnage. Mais ils le font de manière discrète, on le remarque à peine, contrairement à d'autres qui forcent les faits pour affirmer leurs pattes. Les Coen ont une manière bien à eux de faire des chants contre chants. Ils placent le regard du comédien pratiquement dans la lentille, nous donnant ainsi la sensation physique d'être chaque fois à la place de l'interlocuteur. Where's the money, Lebowski? You want that money, Lebowski? Bunny says you're good for it. Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead?
It's down there somewhere. Let me take another look. Don't fuck with us. Your wife owes money to Jackie Treehorn. That means you owe money to Jackie Treehorn. Ever thus the deadbeats, Lebowski. No, don't do that. Not on the rug, man. See? See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny. My wife, Bunny? Do you see a wedding ring on my finger? Does this place look like I'm fucking married? The toilet seat's up, man. Dans cette situation entre personnages, chacun regarde au plus près de l'objectif de la caméra pour parler à l'autre. La caméra placée de cette manière nous met au centre de l'échange entre eux. What the fuck is this? Obviously, you're not a golfer. Woo? Yeah. Isn't this guy supposed to be a millionaire? Autre particularité de leur chant contre chant, les Coen ne resserrent pas la valeur de plan pour souligner la montée dramatique de la scène comme on le fait d'habitude. Ils gardent toujours le même cadre et n'hésitent pas à faire un ping-pong rapide d'une réplique à l'autre dans des scènes qui sont assez longues. C'est une constante chez eux. Une autre constante des films des frères Coen, c'est l'onirisme, le surréalisme ou encore le réalisme magique qu'ils injectent à un moment ou l'autre de l'histoire. Les frères Coen ont une grande liberté de narration, ils mélangent les genres et les styles avec bonheur pour notre plus grand plaisir. Dans The Big Lebowski, il y a 2 moments surréalistes particulièrement réussis qui vont nous permettre d'entrer dans l'intimité des délires du dude et de ses fantasmes. Regardez. Someone painted April Fool in big black letters on a dead-end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no prayer. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah. Les frères Coen ont tourné 16 longs métrages depuis Blood Simple en 1984 et chacun a le mérite de partis pris artistiques forts. Palme d'or pour Barton Fink, Oscar du meilleur scénario pour Fargo, du meilleur film et meilleur réalisateur pour No Country for Old Men. Les Coen peignent à travers leurs films le portrait d'une Amérique profonde, de gens simples, souvent pas très futés, souvent violents, bandits ou policiers, ou marginaux à la frontière du système, comme dans The Big Lebowski. À sa sortie, le film déçoit la critique. Il succède à Fargo, considéré comme un chef-d'œuvre, et ne rencontre qu'un succès mitigé au box-office. Mais au fur et à mesure des années, il devient culte, compte de plus en plus de fans, se retrouve en bonne place dans les classements de films qui marquent l'histoire du cinéma. C'est pour cette raison que les cinémathèques du monde entier veulent conserver tous les films qui sortent. Nombre de films qui sont considérés comme importants aujourd'hui n'ont pas été perçus comme tels à leur sortie en salle. Au cinéma, on ne sait jamais ce qui va rester. En mars, UGC Cult vous présentera Bonnie and Clyde d'Arthur Penn avec Warren Beatty et Faye Dunaway. La cavale sanglante d'un couple de malfrats dans l'Amérique de la dépression. Un film qui a transformé le film de gangster pour les années à suivre, imposé le couple Beatty-Dunaway comme le plus charismatique de la décennie et aussi posé les bases du nouvel Hollywood. À ne pas manquer sur grand écran. Bonne projection.